Europe 1. Comme chaque soir, vous avez la parole jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21 pour témoigner ou pour réagir à un témoignage. Vous y serez accueillis ce soir par Assiba et Julie, avec la complicité de Philippe Chartier qui fait son grand retour ce soir pour notre plus grand plaisir. Fifi qui est revenu avec une chevelure de Samson. Et oui, il faut croire que il n'a pas croisé de Dalila sur la route de ses vacances. Il a une mine superbe. Il est heureux, semble-t-il, de nous retrouver et nous de même. Voilà, j'ai des petits messages. Coco me dit alors, mais quand est-ce qu'il revient? Notre Majesté Georges aussi commençait à s'inquiéter hier soir en disant, mais enfin, quand est-ce que Fifi reprend les manettes de l'émission? Eh bien, il est là, il est revenu. Allez, vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne par courriel sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bonsoir Caroline, merci de tout cœur pour vos émissions. On en tire toujours quelque chose à un moment donné ou à un autre, c'est formidable. Hein. Ben merci à tous ceux qui participent et qui nous font part comme ça de leur vécu, de leur expérience. C'est grâce à vous tous que nous apprenons comme ça. Oui. Oui. Alors justement, vous vouliez revenir sur le témoignage d'Angèle qui est intervenue hier soir. Je le rappelle peut-être pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier, qui était dans la fonction publique. Alors c'est vaste, elle n'a pas voulu préciser dans quel domaine. Elle disait que depuis plusieurs années, elle occupait un poste, mais elle n'avait plus de travail. Et elle le vivait très mal puisque les heures s'égrenaient et elle avait un sentiment de totale inutilité. Elle ne voyait plus d'horizon, elle se sentait, ne voyait pas le bout du tunnel et elle est très profondément affectée par cette situation. Eh oui. Et quand je l'ai écouté, j'ai dû me passer, j'avais l'impression de m'entendre, j'ai vécu exactement la même chose. J'étais dans le privé, moi j'ai 62 ans maintenant, je suis en retraite, j'ai travaillé dans le privé, j'avais un bon petit niveau administratif, disons, j'étais secrétaire d'un directeur, j'ai eu 7 ou 8 changements de directeur en 20 ans. J'ai toujours travaillé dans la même société. Je me suis arrêtée de travailler 10 ans pour élever mes enfants et j'ai été réembauchée dans la même société, qui est la métallurgie, donc un milieu très machiste. Et 10 ans avant l'âge de ma retraite, ça a commencé. Il y a eu des changements au niveau de la gestion et tout, donc je commençais déjà à avoir un peu moins de travail. Ça s'est arrangé un petit peu. Et puis un beau jour, il y a eu un autre changement de directeur. Donc ça, j'avais 54 ans. Il est arrivé, j'étais censée être sa secrétaire, il m'a pas salué, pas dit bonjour et il m'a pas donné de travail. Donc je n'avais absolument plus rien à faire. Mais alors, si vous étiez, comme vous dites, censé être sa secrétaire, normalement, il y a beaucoup de travail. Qui faisait le travail ? Lui et... Mais il faisait son courrier disons, déjà, j'avais moins de travail parce que, étant donné que chacun était équipé en ordinateur, oui. Les gens faisaient beaucoup de travail. Mais il y avait plein de travail dans la société et j'avais eu tellement de formations que j'aurais pu aller sur un autre poste. Je lui ai même dit, mais mettez-moi dans l'atelier si vous voulez. Moi, je peux pas rester mes journées à rien faire. Mais je crois qu'il m'avait un peu pris en grippe, je sais pas pourquoi. Et j'ai jamais eu d'explication puisqu'il m'a pratiquement jamais parlé. Oui, vous dites donc, dès le premier jour finalement. Ah oui.
Oui, oui, parce que j'ai été présentée par l'ancien directeur qui a dit, voilà, je vous présente ma secrétaire, elle vous sera très utile, elle connaît beaucoup de choses et patati et Hmm. patala. Et lui, ben, il m'a regardé comme ça, un petit peu de haut, et puis jamais il m'a sollicité. Donc un jour, je suis allée le voir, et puis il m'a dit, oh ben, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Moi, de toute façon, mes courriers, je les fais moi-même. Je dis, oui, mais enfin, je sais faire autre chose que du courrier. J'étais parfaitement bilingue, presque trilingue. Enfin bref, j'étais complètement ignorée. Donc j'étais dans un bureau et je faisais rien du tout de la journée. Et c'était terrible, Oui, terrible, parce que, comme disait cette dame, les collègues commencent à vous lâcher parce que vous oui. êtes tellement mal que ben, on vous fuit. Hmm. Et alors, à tous les niveaux, bon, je venais de divorcer, donc en plus, j'allais pas très bien. Il s'est engouffré dans une faille et là, ça a été. Donc, au niveau des enfants, on pouvait plus parler travail. C'était, mais emmène un bouquin, tu n'as qu'à lire, et puis tu te reposes et le soir, tu feras ce que tu veux. Mais c'était, mais vraiment, j'avais vu le médecin du travail qui me dit, bah, écoutez, quand vous êtes sorti, faites du bénévolat. Mais je lui disais, mais je n'en ai même pas l'énergie. Et c'est ce qui m'a frappé hier quand j'ai entendu Angèle dire qu'elle n'avait plus d'énergie. Ça vous use plus que le travail. Hmm. Vous jouez la montre. Moi, j'arrivais le dimanche, je ne sortais pas le dimanche de peur de reprendre. J'étais malade de reprendre le travail, enfin le travail, le lundi. Et je n'avais plus aucune énergie. Le soir, je rentrais chez moi. Je n'avais même pas le courage de faire mon ménage. J'étais mais pompée complètement, Oui. Hmm. usée. J'habitais à côté de mon travail. Il m'arrivait de prendre la voiture parce que j'avais même pas le courage de monter à pied alors qu'il y avait 100 mètres. Et j'étais arrivée à un stade où effectivement il n'y avait plus d'horizon devant moi. Je ne servais plus à rien. Je n'avais pas envie d'être en retraite parce que moi j'aimais bien mon travail avant et mes enfants étaient grands et tout. Et heureusement, ce qui m'a sauvée, c'est qu'il y a eu un changement. J'en ai parlé à mon médecin. Je suis allée Hmm. voir un psy parce que moi, je devenais suicidaire. Je me disais, mais je vais faire une bêtise. Ah ben moi, ma grande idée, c'était de m'immoler dans la cour de la société pour que tout le monde le voit bien et puis pour que ça serve de leçon. Et j'étais vraiment à ce stade. Et à l'époque, il y a eu un changement. Vous vouliez, c'est ça, c'était très fort, très Ah, très fort. symbolique. Vous Très voulez? symbolique. Quand j'entends parler de gens qui s'immolent, moi c'était ce que je voulais faire, convoquer la presse et dire on ne peut pas traiter les gens comme ça. Je sais que je m'en serais pas sortie, mais je n'étais pas la seule. Les autres n'étaient pas à mon niveau, mais elles étaient aussi quand même très malmenées. Hein. Donc moi il fallait que que ça se sache, que ça se voit. C'était pas pour en tirer une gloire de martyr, mais j'avais plus rien à perdre. Et puis on a eu un changement de médecin du travail. Je suis allée le voir tout de suite. C'était effectivement noté dans mon dossier. Et j'ai dit, mais écoutez, là, je suis à bout. Moi, il va se passer quelque chose. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne sers plus à rien. Je n'ai plus envie de rien. Donc, il a mis les démarches en route. Et finalement, j'ai fini par être licenciée pour inaptitude à la société. Donc, j'ai été arrêtée longtemps parce que j'avais un mal de dos. Je ne pouvais plus bouger. Et le médecin me disait, mais c'est psychologique. Je disais, c'est pas possible. On reste pas allongé à ne plus pouvoir bouger, psychologiquement parlant. Enfin bref, tout s'est enchaîné. J'ai fini après bien des maltraitances, parce que j'en ai entendu de toutes les couleurs, par être licenciée pour inaptitude. Et comme j'avais 58 ans, je n'étais pas obligée de rechercher. J'ai fait un bilan de compétences aussi. Parce que moi, je me disais, ça vient de moi. Je ne dois pas me rendre compte de mon état. J'ai fait un bilan de compétences qui est excellent sur toute la ligne. Et là, ça m'a rassurée. J'ai fini par être licenciée. Et je peux vous dire que du jour où j'étais licenciée, c'était une nouvelle vie. J'ai rajeuni de 10 ans. Je fais des choses que je ne faisais jamais. J'ai retrouvé une énergie. Hmm. Et pour vous dire, il m'arrive de dire, et ça fait depuis 2 ans je suis en retraite et j'ai été licenciée 2 ans avant. Ça fait donc 4 ans que je Oui. ne vais plus dans cette société. Et je dis, et je le dis pas en l'air, je dis à mon entourage, si je meurs maintenant, je
pourrais dire que j'ai quand même bien profité de ces 4 années. Ça a tellement été riche par rapport aux années que j'ai passées au travail que je me dis, finalement, et je comprends tout à fait ce que disait Angèle, sur toute la ligne, on y perd son énergie. Ben oui, parce qu'on se déprime terriblement finalement. Ce qui est terrible, c'est que quand un employé est mis à l'écart ou il y a pas tellement de solidarité de la part des autres, comme si finalement être vu en sa compagnie, ça pouvait être dangereux aussi finalement. Il valait mieux pas le fréquenter au fond parce que on pouvait le payer. C'est ça qui est terrible. Ça ne veut pas dire que les gens ils trouvent ça injuste. Souvent, ils trouvent ça terrible ce qui lui arrive, mais c'est vrai qu'aussi être vu en sa compagnie, ça peut être dangereux pour eux. Bien sûr. Voilà. Et comme je n'avais pas grand-chose à faire, il m'arrivait d'aller discuter à droite à gauche. Mais évidemment, c'était mal vu. Je pouvais pas me plaindre parce que je risquais de causer des problèmes. Et j'ai pris quelqu'un, puisqu'il y avait un syndicat, quelqu'un qui, je croyais, me défendait. Et quand je me suis retrouvée à mon entretien de licenciement avec cette personne, mais ça a été atroce. Je me suis fait humilier. J'ai regretté de ne pas y être allée toute seule. Il s'était mis d'accord avec le patron. Et puis, moi, la phrase que m'a sortie mon patron, c'est si vous êtes inapte, on va vous faire entrer dans un centre pour handicapés. Alors que j'avais travaillé depuis 30 ans dans la même société. Pourquoi subitement vous avérez inapte alors que jusqu'à présent vous aviez des compétences. Mais peut-être que justement votre précédent patron, vous avez présenté à ce nouveau patron comme quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses sur l'entreprise, qui pouvait l'aider, justement c'est, vous voyez, quand il y a une passation comme ça de pouvoir, peut-être que vous connaissiez beaucoup de choses, vous étiez très proche du précédent patron, et c'est peut-être cela qui posait problème. Mais de tous les autres, de tous ceux d'avant. Un jour, il m'a dit, vous faites comme si vous ne saviez ni lire ni écrire. Puis je lui ai dit, oui, surtout pas parler. Oui, il y a une volonté vraiment là d'humilier, oui, tout à fait. Mais je vous dis, casser. Je n'étais pas la seule à être traitée de cette façon, et l'inaptitude a bien été déclarée, inaptitude à cette entreprise-là. C'était pas inapte au travail. Alors, il y a un petit message de First Lisa qui dit: le fait de ne pas donner de travail est un élément de harcèlement moral. Ah oui, ça c'est terrible. Évidemment, on vous met là et puis vous êtes là à ne rien pouvoir faire. Hélène, restez avec nous parce qu'il y a, on va pouvoir en parler également avec Jackie qui a appelé. Je peux faire une petite parenthèse. À partir de ce moment-là, on m'a bloqué mon salaire. Donc en tant que secrétaire de direction, j'ai fini au SMIC. Ces gens-là me devaient de l'argent. J'étais tellement contente d'être licenciée que j'aurais pu prendre un avocat, réclamer de l'argent, être dédommagée. J'ai tout laissé tomber. J'étais trop contente de ne plus en entendre parler. Bonsoir Jackie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, donc je voudrais réagir effectivement aussi à ce message d'Angèle d'hier soir. J'ai moi-même des responsabilités en ressources humaines dans une fonction publique, et donc je connais bien ce problème effectivement des personnes qui n'ont pas actuellement d'emploi défini, Alors c'est souvent dû à des rationalisations de services, à des fermetures de services par mesure de réduction des coûts. Et donc, chaque manager a, en général, des objectifs de productivité. Alors, il peut arriver donc qu'il y ait momentanément des gens qui soient non pas sur un emploi, mais qui sont dans des missions. Ou alors, deuxième cas, qui sont livrés à eux-mêmes, ce qu'on peut appeler dans un placard. Et c'est vrai que les deux situations sont difficiles à vivre, et j'ai l'impression qu'Angèle était dans l'une de ces situations. Alors, je voudrais dire qu'il y a néanmoins des solutions pour s'en sortir. Premièrement, déjà, dans chaque administration, il y a un ou des conseillers mobilité et orientation professionnelle. Alors, il faut surtout ne pas hésiter à les consulter. Ce sont des gens employés par l'administration et qui ont pour mission d'aider les fonctionnaires en réorientation à réfléchir à leur projet professionnel, à prospecter pour trouver un emploi en adéquation avec ce projet. Ce sont également eux qui conseillent dans la rédaction des CV et des lettres de motivation. Mais quel que soit leur âge ? Quel que soit l'âge.
Non, mais parce que Angèle avait 55 ans. Donc, à 55 ans, se trouve un nouveau projet professionnel, rédiger un CV quand on connaît le marché de l'emploi. Oui, mais c'est-à-dire que souvent les gens, les employés fonctionnaires n'ont pas réfléchi à leur projet professionnel. Ils sont dans un service depuis des années, et à un moment donné, brusquement, il y a une cassure, parce que le service n'existe plus, le service est supprimé, et donc ils se trouvent dépourvus. Et l'administration a intérêt à ce que ces projets professionnels se fassent, parce que pourquoi ? Ces gens-là, ils sont fonctionnaires. Il faut dans tous les cas qu'ils soient payés par l'administration jusqu'à la veille de leur retraite. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on les laisse dans un placard. Sauf que, bien sûr, l'agent, il faut qu'il sache qu'il peut prendre conseil auprès de ses conseillers mobilité. D'accord. Il y a également, la dame d'avant en parlait, il y a possibilité de solliciter un bilan de compétences. C'est ce que j'ai fait. Mais voilà. Donc l'administration en général, soit elle pourvoit elle-même à la réalisation du bilan de compétences, ou alors elle emploie un prestataire externe à ses frais. Et ça aussi, c'est un droit pour le fonctionnaire. Donc le demander sans avoir, disons, d'arrière-pensée, de crainte, ce genre de choses. Sinon, pour se remettre à la page, il y a également tout le volet formation professionnelle tout au long de la carrière. Et ça répond à une loi notamment qui a été votée en 2005. Donc vous avez déjà, je vais les énumérer, vous avez le droit individuel à la formation. Qu'est-ce que c'est ? Chaque année, vous avez droit, chaque fonctionnaire a droit à 20 heures, un crédit de 20 heures, où il peut demander des formations. Bien sûr, ce doit être des formations qui lui permettront après de travailler. C'est évident. Il ne s'agit pas de formation pour faire de la couture ou autre. Oui, dans le privé aussi. Donc, ne pas hésiter aussi à ce titre-là à demander une formation au titre du DIF. Il y a le congé formation. Bon, peut-être à 55 ans, c'est moins adapté. Parce que, c'est-à-dire le congé formation, vous êtes éloigné de l'administration pour suivre votre formation à l'université ou ailleurs, et vous êtes payé à 80% de vos émoluments normaux. Oui, ça c'est important. Et c'est sur combien de temps le congé formation ? Alors le congé formation, vous pouvez, pour une carrière, en avoir 3 ans. Ah oui. Sur le total d'une carrière, ça peut permettre de respirer quand on... En 2 fois, 3 fois, 4 fois. Quand on est dans une situation aussi oppressante que l'était Angèle ou que l'était Hélène, ça peut permettre vraiment pendant 3 ans de sortir de la boîte de l'entreprise, de respirer. Voilà, et vous choisissez votre formation. Oui, sauf c'est que une formation qui n'a pas besoin d'être en adéquation avec l'entreprise, avec la fonction publique. Si aujourd'hui vous êtes dans la gestion et que demain vous avez envie de faire plutôt du relationnel, vous pouvez très bien suivre une formation en relationnel. Et ça va vous donner cette formation diplômante. Et donc, c'est un droit, vous avez le droit d'avoir un congé formation, c'est sûr, il faut le demander 3-4 mois à l'avance pour que la fonction publique puisse se retourner. Mais on ne peut pas vous le refuser. Je crois qu'on peut refuser une fois quand même. Comment ? Bon, on peut refuser. Moi, je l'avais demandé, mais j'étais dans le privé. On me l'a refusé la première fois. Et la deuxième fois, j'étais dans un tel état que de toute façon, il n'était même plus question que je la demande. Peut-être dans le privé qu'on peut le refuser, mais en fonction publique, non. Et encore, ça devrait pas être. On ne devrait pas pouvoir le refuser. Le reporter, oui, mais normalement, on ne peut pas le refuser. Je pense que le problème, c'est d'anticiper. Parce que de toute façon, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Si au niveau d'un service, il y a des modifications, les responsables peuvent tout à fait anticiper et puis ne pas laisser la situation pourrir. La situation pourrir, quoi. Oui, moi, on essayait de me faire démissionner. De toute façon, on a pensé que j'allais démissionner. Effectivement, il y a les cas, malheureusement, où la hiérarchie, où le supérieur hiérarchique, c'est souvent d'une personne dont il s'agit, essaie de mettre la personne au placard. Et ça, c'est vraiment dommage. Oui, Jackie, vous avez eu à gérer, j'imagine, et vous en avez à gérer des situations comme celle-ci, qui sont extrêmement... mon cœur de métier. C'est votre cœur de métier, et c'est extrêmement délicat. Comment faites-vous ? Parce qu'il y a
on est vraiment dans deux problématiques qui s'affrontent et qui ne se rejoindront jamais. Hein. C'est-à-dire que soit effectivement, ce que j'ai dit avant, deux raisons à ce que les gens n'aient plus de raison d'être dans l'administration, c'est soit ils sont victimes collatérales de réorganisation, et donc là on n'en veut pas à eux, mais momentanément ils sont sans emploi. Donc ces acteurs, les acteurs de la formation, tout comme les conseillers mobilité, ont un rôle à jouer pour accompagner ces gens à retrouver leur marque. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est non seulement pour le fonctionnaire, pour son bien-être psychologique, mais également qu'il apporte quelque chose à l'administration. Donc il y a les deux volets. Oui, finalement, que, comme vous dites, à la fois que une personne ne se sente pas complètement diminuée, dévalorisée, désemparée, et qu'en même temps l'administration fonctionne au mieux. Parce que ne pas payer, on va le dire trivialement, quelqu'un à ne rien faire. Hein, parce que ce serait vraiment un non-sens. Oui. Par rapport à la politique de rationalisation, à la politique de productivité qu'il y a actuellement dans l'administration. Hein, vous voyez ? Bien sûr. Sinon, ce qu'il y a d'autre aussi, la personne, sur ses acquis, elle peut faire valoir donc la valorisation des acquis d'expérience. La VAE. La VAE. Et là, les personnes qui sont intéressées doivent d'abord se renseigner au pôle formation de la Chambre régionale de commerce et d'industrie. C'est souvent ces entités-là qui donnent des informations, comment s'y prendre. Et après, donc, la VAE est réalisée avec l'aide d'un consultant. Enfin, donc, il y a également les formations diplômantes que vous pouvez suivre à l'université. Pendant le temps de travail, non, c'est à ce moment-là lorsque vous prenez un congé de formation. Mais vous pourriez aussi les suivre en cours du soir et ce genre de choses. Ou alors vous inscrire au CNAM. Pareil, c'est des entités qui préparent à des formations que vous pourrez utiliser par la suite dans le domaine professionnel. Et enfin, si on va aller encore plus loin, donc il y a encore une autre solution. Oui, mais c'est important. Ce qu'on appelle le détachement statutaire. C'est-à-dire se mettre à disposition d'une autre administration de la fonction publique. Alors bon, je vous rappelle qu'il y a 3 fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Mais on peut, effectivement, il y a des passerelles entre l'une et l'autre. Bon, ça veut dire qu'il faut faire une formation, en général, ça met de l'ordre de 18 mois à 2 ans le temps de trouver quelque chose. Mais il y a des emplois parallèles. Par exemple, si je prends mon métier, je peux très bien quitter mon entité, si je le souhaite, et réaliser du travail en ressources humaines dans une autre administration. Bon, c'est important en tout cas. Merci beaucoup, Jackie, parce que vous avez été très clair sur les possibilités quand même qui sont offertes, et je pense qu'on n'est jamais assez informé de nos droits, des possibilités. Donc pour ceux qui travaillent dans la fonction publique, bon, c'est important de le savoir. Voilà. Alors il y a Oiseau de Nuit qui me dit: je suis agent d'État, croyez-moi, si vous sortez du rang, vous êtes hors jeu. Bon, est-ce que c'est propre à la fonction publique? C'est souvent comme ça qu'on coupe les têtes qui dépassent. Ça dépend. Pense que c'est pareil dans le privé. Oui, ça peut arriver aussi. Ça dépend. Moi, je peux vous dire, j'étais dans une société, à partir de 50 ans, tout le monde était mis sur la voie de garage. On voyait, il y avait 2 ou 3 postes, on savait qu'ils étaient réservés aux gens qui atteignaient 50 ans, enfin trier des boulons dans un magasin, des choses comme ça. C'est terrible, oui. On voyait arriver les gens et ça se terminait comment? Maladie, licenciement, et tout le monde finissait à peu près comme ça. Mais j'aime bien le discours de la personne là, parce que c'est un discours qui est très positif, très dynamique. Tout ce dont il a parlé, c'est valable aussi pour le privé, la VAE, le bilan de compétences, le DIF, tout ça je l'ai fait,
Mais c'est concret en tout cas. On sent, Jackie, que vous avez de l'expérience et que c'est pas du positivisme à tout craint. Non, mais on sent que derrière, on sent que vous avez du vécu, de l'expérience et que vous n'êtes pas dans le positivisme à tout craint. On sent que derrière, vous connaissez les difficultés qu'il y a, mais qu'en même temps, vous essayez de trouver avec des personnes qui viennent vous voir des solutions adaptées à chacune d'entre elles. Voilà. Oui. Alors, en résumé, je dis, de tout ce que j'ai dit là avant, en résumé, je dirais, pour savoir détailler toutes les solutions que j'ai proposées, il y a une seule chose, c'est de rechercher le conseiller mobilité et orientation professionnelle de l'administration en question. Dans chaque administration, dans chaque direction régionale, il y en a un, au minimum un, voire plusieurs, premièrement. Donc lui, il va de nouveau redélayer tout ce que je viens de dire. Et de deux, il ne faut pas hésiter à demander. C'est un droit du fonctionnaire. C'est un droit. Alors, une petite question, il y a Isaac qui m'envoie un petit mail pour dire, malheureusement, aujourd'hui, dans la fonction publique, il y a un délai de 5 ans minimum pour obtenir un congé de formation. Il faut également se réengager pour 5 ans minimum à l'issue du congé. Ça fait long quand le malaise au travail est pesant. Non, alors, exactement, ce qu'il y a. Alors, l'histoire des 5 ans, moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je le vis pas. Le congé formation, en général, sous quelques mois, il est accordé. Quelques mois, c'est-à-dire 3, 4, 5 mois, en fonction des besoins du service, disons des impératifs du service. Donc, 5 ans, ça me paraît extrêmement long. Deuxièmement, le congé formation, effectivement, il y a la personne qui demande le congé formation, à l'issue du congé, s'engage à travailler pour l'administration 3 fois le temps de son congé. En d'autres termes, si elle a 6 mois de congé de formation, elle s'engage à travailler 1 an et demi. D'accord. Pour l'administration qui lui a financé le congé formation. Un dernier petit message, quelqu'un me dit, je suis dans la situation d'Hélène, harcèlement moral, pression, je vis un calvaire, mais j'ai décidé de me battre, je veux une rupture à l'amiable. C'est Charlie qui me dit ça. Et puis Chaudron de la Barque dit, la souffrance au travail est un mal dont nous ne mesurons pas suffisamment la portée dans nos sociétés modernes. On oublie très souvent la dimension humaine, on a vite fait de taxer de paresseux, voire de plaintifs ceux qui crient leur souffrance. Il faut savoir et pouvoir s'arrêter à temps, auquel cas on entre dans une autre case, arrêt de travail systématique. Heureusement, ce genre de témoignage permet de prendre la mesure de ce mal que de souffrances accumulées, alors que le savoir est censé tenir l'homme debout. Si je peux me permettre une petite réflexion. Ce sera la dernière. Il y a un service qu'on appelait avant service du personnel et il a changé d'appellation pour s'appeler ressources humaines. Et je vous assure qu'à partir du moment où ça a changé, on disait tous, mais pourquoi ils n'appellent pas ça les ressources inhumaines? Finalement, ça portait pas du tout son nom. Mais je ne veux pas faire une généralité de mon cas, mais je vous assure que... Mais c'est vrai qu'on l'entend. Il y avait eu un livre, un très bon film d'ailleurs à ce sujet. Mais c'est vrai qu'après, gare attention aux généralités, parce que il y a des entreprises ou dans des endroits où les ressources humaines portent leur nom. Elles sont très bien. Il y a des personnes qui gèrent ce qu'elles doivent gérer, mais de façon humaine, prennent en compte la dimension humaine des problèmes rencontrés dans le monde du travail. Et puis, c'est vrai que dans d'autres, on entend les salariés en plaisante parce que c'est une façon aussi parfois d'exorciser un peu le malaise en disant ça ferait mieux de s'appeler ressources inhumaines. C'est vrai. Vera, d'ailleurs, a appelé le 3921 pour dire qu'elle a connu ça et qu'elle connaît encore un peu, mais que ça s'arrange, et tant mieux pour elle. Elle voudrait conseiller un livre de Dominique L'Huillier qui s'appelle « Placardiser des exclus dans l'entreprise ». C'est aux éditions Seuil. C'est une amie psychologue du travail qui lui a conseillé. Alors bon, on est pile poil dans le thème de ce soir. Dominique L'Huillier, c'est L-H-U-I
L-H-U-I-L-I-E-R, placardisé, des exclus dans l'entreprise aux éditions Seuil. Merci beaucoup, Hélène, de votre témoignage. Profitez bien maintenant de votre liberté retrouvée. Moi, je trouve que c'est le plus beau des métiers du monde. Oui, mais enfin bon. Retraite, mais bon, il faut y je comprends que vous la savouriez après avoir vécu ce que vous avez vécu. Merci beaucoup, Jackie, de tous ces renseignements que vous nous avez communiqués. Et puis courage à tous ceux qui seraient dans une situation difficile. Tout à fait, oui. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Un message, un petit courriel d'Eurydice qui voulait apporter également tout son soutien à Angèle. Eurydice est contractuelle dans la fonction publique. Elle dit: j'ai étudié jusqu'au master pour l'année dernière avoir le même sentiment d'inutilité. Des heures de travail sans possibilité de les occuper pendant plus de 2 mois. Étant en tout début de carrière, j'ai été déstabilisée par des querelles intestines, par le fait de ne pas avoir d'interlocuteur pendant plusieurs semaines et des absences répétées de mon supérieur. Tout a été mieux lors de sa mutation. Je me demandais si le départ en retraite de certaines de ses collègues ne pourrait pas lui permettre l'accès à un poste en interne. Et puis un message qui arrive au 7 39 21 disant: dans le temps le travail était pénible mais les gens n'entraient, alors j'ai pas la suite de votre message, n'entraient peut-être pas en compétition ou moins. Attention, ils sont limités à 160 caractères. J'ai pas la suite de votre message. Coco dit: je pense que la souffrance au travail reflète notre société majoritairement individualiste. Je pense qu'il y a des rythmes de travail aussi qui sont plus soutenus. Alors là, c'est qu'il n'y a pas de travail, donc c'est pas une question de rythme de travail. C'est compliqué parce que chaque situation est un peu particulière. Il y avait un interlocuteur qui disait aussi que ça avait été lié à la privatisation de certaines choses. Bon, difficile de faire des généralités. Il y a alors Georges sans transition qui demande: comment va Fifi? Est-ce que la reprise n'est pas trop dure? Ses petits doigts ne sont-ils pas trop engourdis? On se fait du souci pour lui. Georges qui est ravi qu'il soit de retour et qui demande si c'est bien reposé. Non, voilà, il vous répond qu'il est content de retravailler. C'est bien reposé notre Fifi, et Coco dit ravi également de le retrouver parmi nous. On a un petit message de Dominique de Genève qui lui est de retour aussi. Il était parti à Buenos Aires. Je trouve plus son petit mail. Il y avait Angie qui voulait le saluer. Alors Dominique m'expliquait qu'il nous écoutait. Pourtant, il vient de rentrer du Canada, et de Bolivie. 3 semaines de bonheur et de belles visites avec des rencontres sympas et chaleureuses. Il dit: je vous ai écouté dans la belle province et sur les hauts plateaux boliviens à plus de 4000 mètres d'altitude. Merci Internet, merci le Wi-Fi. Il dit: ce soir je vais vous écouter avec ma TSF et bonne émission, Bezos à tous. Alors Angie était au courant, elle a dû aller sur la page Facebook de l'émission et elle vous envoie plein de baisers. On accueille maintenant Cathy. Bonsoir Cathy. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de m'écouter d'abord. Mais je vous en prie, Cathy, je suis là pour ça. Et j'espère que vous allez pouvoir m'éclairer. J'espère. Voilà. D'abord, je vous ai appelé il y a 1 an et demi à peu près. Oui. C'était à propos de ma fille. Et c'est toujours à propos de ma fille. Simplement, je suis grand-mère depuis 5 mois. Ah, félicitations. Donc, merci beaucoup. Mais petite fille, petit garçon? Un petit garçon. Un petit garçon. Bon. Un petit garçon. Simplement, voilà. Ça fait 5 ans qu'elle est avec ce monsieur, ma fille. Oui. Ça fait 2 ans qu'elle est mariée avec lui. Mm-hmm. Et ils ont eu un petit enfant. Oui. Donc 5 mois. Cet homme n'a jamais travaillé. Je vous avais appelé où j'étais très inquiète. Ma fille avait pris 27 kilos. Elle ne se lavait pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, je me souviens, oui. Voilà, très bien. Mais rien n'a changé dans tout ça. Mais à part qu'il y a le petit en plus.
C'est-à-dire qu'elle continue à se négliger comme ça Et c'est vrai que ça devient très pénible pour moi. Et jeudi dernier, elle a eu un accident de voiture. Dieu merci, le bébé n'a rien, elle n'a rien, c'est la voiture. D'accord ? Et depuis, elle se rapproche de moi de plus en plus. Il faut que vous sachiez d'abord, Caroline, que depuis que je vous avais appelé, je l'avais perdue de vue et je n'ai pas du tout été présente dans sa grossesse. Elle m'a écartée. Elle m'a amené le bébé quand le bébé avait 2 mois. Voilà. En disant toujours que tu ne cherches qu'une chose, c'est que je divorce. Oui, c'est vrai que je le pensais, mais je ne lui ai jamais dit en tous les cas. Mais comme elle avait eu des conflits avec lui, il était parti chez ses parents et que j'avais appris qu'elle était très malheureuse et je lui avais dit, Eva, tu peux me parler, tu peux essayer de dire... Elle m'a dit, non, mais toi, c'est pas la peine, je sais que tu veux que je divorce. Je lui ai dit, qui te parle de divorce, je veux simplement discuter. Donc elle avait coupé court avec moi. Je l'avais pas vue depuis, donc... Quand le bébé a eu 2 mois. Oui. Voilà. Elle est venue d'elle-même. Ça a été très difficile pour moi, j'avoue. De ne pas voir ma fille. Et de ne pas... J'ai d'ailleurs beaucoup culpabilisé de ne pas avoir été là. Et elle est venue d'elle-même. Voilà. Et donc, depuis cet accident, c'est pas vieux, c'est jeudi dernier, et c'est la première fois que je repartais chez elle. Donc d'abord j'ai été l'accompagner à l'hôpital, enfin bref, et le lendemain j'ai fait un peu le point avec elle et elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide et qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et elle m'a laissé mettre le nez un petit peu dans ses papiers. C'est elle qui le demandait, parce que je m'étais dit, moi j'ai été suivie depuis, j'avais vu avec la psy, elle m'a dit, laissez-la, elle devra revenir d'elle-même, vous la laissez. Et il faudra c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Exactement. Donc j'ai mis le nez dans ses papiers et j'avoue qu'elle a beaucoup de dettes. Ça m'inquiète énormément. Sachez que depuis qu'elle est revenue, je fais tout pour ce qui est le petit. Je le gâte énormément, je la gâte à elle aussi. Je réussis un petit peu à aller lui faire couper ses cheveux, à aller l'amener chez le coiffeur. Enfin, vous voyez, doucement. C'est difficile, Oui, c'est pour vous dire. On a, par exemple, rendez-vous chez le médecin. J'ai dit à ma fille, il faut que tu ailles Bon, je te laisse le temps, tu te prépares. Moi, je me prépare. Tu te prépares le bébé. Si tu veux, je t'aide à préparer le bébé. Et prends-toi une douche. Elle me dit non ce soir. Je dis non, Eva, tu vas... Excusez-moi, je dis chaque fois son prénom. Mais c'est pas grave. Elle me dit non, mais je me doucherai ce soir. Je lui dis non, on va chez le médecin, tu te douches maintenant et tu te redoucheras ce soir. Elle est venue, je vous assure, à la maison sans s'être douchée. Et moi, là, par contre, je me suis un peu fâchée en lui disant on ne sortira pas d'ici sans que tu ailles prendre ta douche. Moi, je vais m'occuper du petit et toi, tu vas prendre ta douche. Donc, je lui ai tout mis dans la salle de bain. Et elle a fait quand même, mais vous voyez, c'est toujours avec... il faut la pousser. Oui, mais je suis sûre qu'elle est en pleine dépression. Oui, certainement. Pour ne pas arriver à s'occuper d'elle dans les soins d'hygiène élémentaires. Normalement, pouvoir se laver, prendre une douche... Or ça, souvent dans les cas de dépression, vraiment l'hygiène élémentaire n'est plus là. Et c'est souvent dans les premiers signes, on voit une grande fatigue, et cette fatigue fait que des personnes qui jusque-là avaient une apparence soignée vont avoir une apparence beaucoup plus négligée. Et parce qu'effectivement, tout les fatigue tellement, et même cette se laver, c'est-à-dire que ça devient, elles n'ont plus goût à ça, si vous voulez. Elles n'ont plus goût à ça. Donc derrière, il y a certainement une profonde dépression. Certainement. Il faudrait qu'elle arrive à se faire aider, votre fille. Ben oui, mais ça, vous savez... Surtout avec un petit bébé à s'occuper. Ce qui est déjà important, c'est qu'elle se soit rapprochée de vous, ce qui n'était pas le cas quand on s'était parlé. Ah non, mais non, il était... Oui.
Alors, elle était sur la défensive, donc déjà là, elle sent que vous ne portez pas de jugement sur son couple et que vous êtes au contraire dans une démarche très bon, même s'il y a un problème à l'évidence, mais que vous êtes là pour l'aider, elle. Et donc elle se rapproche, et que vous êtes très très bienveillante à son égard. Et elle a particulièrement besoin de vous là, parce que en plus elle vient d'être maman à son tour et qu'elle doit se sentir très démunie avec son bébé, parce que si elle est comme ça, on peut le penser très dans une dépression, ça doit être très compliqué de s'occuper de son bébé. Alors ce qui m'est difficile, Caroline, c'est là où j'aimerais que vous m'éclairiez, s'il vous plaît, c'est que j'ai beaucoup d'amis, d'accord, mais bon, j'ai parlé à très peu d'amis de ce qui se passe. Et mon mari, qui n'est pas le papa de ma fille, dont j'ai un enfant de 19 ans avec, j'ai demandé donc est-ce que je pouvais l'aider au moins financer. Tout le monde me dit ne le fais pas, ne règle pas ses dettes, parce que lui il va rester comme ça et il va être content à chaque fois qu'il y aura des problèmes. Et il saura qu'il peut compter sur la belle-mère et que ils me disent que ce n'est pas de l'aider que de régler ses dettes. C'est-à-dire que les dettes, c'est les dettes du couple. Oui. Tant qu'elle est en couple, c'est vrai que c'est problématique. Parce qu'au fond, vous dites, au fond, cet homme, il n'a jamais travaillé. Pourquoi il n'a jamais travaillé ? Non, il ne veut pas travailler. C'est lui qui avait annoncé, vous vous souvenez, je vous ai dit le jour de son mariage, qu'il était gendarme. Et c'est pas vrai, il n'a jamais travaillé de sa vie. Là, ma fille me dit qu'il va commencer le 9. J'ose espérer que c'est vrai. Mais j'y crois pas. Il aurait trouvé quelque chose, là, un travail ? Oui, pour le 9. Pour le 9 juin ? Oui. Oui, parce que ça fait quand même 5 ans qu'ils se connaissent et elle ne l'a jamais vu avoir une activité. Ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 2 ans qu'ils sont mariés. D'accord. Moi, j'avais noté 5 ans qu'ils se connaissaient, mais donc 10 ans qu'ils se connaissent. Et depuis 10 ans, elle ne l'a jamais vu avoir une activité. Non. Oui. Vous la sentez un peu elle est là certainement, mais est-ce que vous la sentez un peu commencer à en avoir marre de ça ? Oui. Bon. Mais... Ce que vous faites, vous l'aidez elle. Vous pouvez lui offrir des petites choses à elle, enfin l'aider elle dans des choses qui la concernent elle et votre petit-fils. Mais c'est vrai que combler les dettes, ça serait, si vous voulez, ça va finalement renforcer le côté qu'au fond cet homme va continuer. Il y a la belle-mère alimente. Donc pourquoi les choses changeraient ? Alors certes, c'est vrai que je comprends tout à fait. Vous avez envie d'aider votre fille et ça serait lui simplifier sa vie parce que vous la sentez mal en ce moment et que des problèmes d'argent compliquent beaucoup la vie. Mais en même temps, peut-être qu'elle a besoin aussi vraiment d'aller au bout de quelque chose et de prendre conscience de certaines choses, parce que qui dit problème d'argent dit qu'il va y avoir des tensions dans le couple à un moment, c'est-à-dire souvent les problèmes d'argent exacerbent les tensions aussi. Et peut-être que jusque-là, elle ne voulait pas aussi l'amour qu'elle a pour cet homme l'aveugle un peu, et qu'elle ne veut pas réaliser que cet homme, au fond, reste pour des raisons qui lui sont propres, n'arrive pas à être autonome dans sa vie, et qu'en tout cas, elle n'est pas vraiment heureuse dans la sienne non plus. Votre fille ne travaille pas non plus ? Bon, là, elle vient d'avoir un bébé. Mais... Voilà, non, elle ne travaille pas en ce moment, mais c'est elle qui a toujours travaillé. C'est elle qui travaillait pour entretenir le ménage ? Bien sûr. Oui, donc vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'elle, au fond, prend en charge cet homme ? Ça va durer combien de temps ? Donc peut-être qu'à un moment, si vous voulez, en les laissant aussi face à leurs difficultés, votre fille va prendre conscience que y a quelque chose qui ne va pas.
et que ça va l'amener à réagir. Toute période de crise aussi, ça peut être... il y a un potentiel, dans toute crise, il y a un potentiel de changement, si vous voulez. Alors que si vous réglez les choses au fur et à mesure, vous évitez aussi la possibilité d'une évolution, paradoxalement. Oui, c'est vrai. Vous colmatez. Vous colmatez sans arrêt, vous épongez quoi. Vous épongez les dettes et en épongeant les dettes, vous épongez aussi la possibilité, vous évitez qu'il y ait une possibilité de changement peut-être. Moi, ce que j'aimerais Parfois on dit il faut un peu toucher le fond aussi pour avoir envie de... C'est ce que m'a dit la psychologue, elle m'a dit votre fille n'a pas touché le fond. Et il faut la laisser peut-être un petit peu. Il faut la laisser, c'est-à-dire être là par rapport, être vigilante par rapport quand même à votre petit-fils et au bébé, parce qu'une maman qui est en dépression, c'est compliqué par rapport à un enfant. Hein. Ah oui, elle est dépassée. Ouais. Elle est vraiment dépassée. Elle est dépassée et un enfant le sent, hein, même un tout petit bébé. Hein. Oui. Parce que si vous voulez, un enfant le sent, je vais vous dire, parce qu'une maman qui est très dépressive, les échanges avec le bébé sont différents. La mère est perdue dans ses pensées. Elle a, même dans son visage, vous devez le sentir, et le visage est plus triste. Il y a moins d'expression, il y a moins de mimique. Or, un enfant de 5 mois, déjà, même avant, est beaucoup dans l'échange. Il va beaucoup solliciter sa mère, ou il va beaucoup faire de mimique, d'expression. Il va tout faire pour attirer son attention, pour entrer en relation. Or, c'est une mère qui est en dépression, son visage est très triste. Elle va beaucoup moins réagir aux sollicitations de son bébé, et ça peut faire des bébés qui, du coup, eux-mêmes se replient un peu. Mais ça, c'est vrai ce que vous dites, puisque vous voyez, elle est pratiquement là tous les week-ends depuis qu'elle a repris avec moi. Elle est là jusqu'à 1h du matin. Elle a besoin d'être entourée. Voilà. Il n'est jamais chez lui. Bon, ça m'est... Enfin, des fois, je lui dis... tu peux pas, quand elle était en voiture, je lui ai dit, tu peux pas transporter et la poussette. Il est où, lui? Il pourrait au moins descendre. Enfin, je veux plus que tu portes du poids lourd pour ta santé. Mais attention, dès que je le touche à lui, je sens qu'elle va... Ne vous en prenez pas à lui. Laissez, mais n'épongez pas les dettes voyez, laissez, mais occupez-vous d'elle. Ne vous en prenez pas à lui. Occupez-vous de votre fille. Elle a besoin que vous vous occupiez d'elle et soyez attentive aussi à votre petit-fils. Mais elle a beaucoup besoin. Occupez-vous d'elle. Pas de paroles contre lui. Vous pourriez, surtout, elle est dans un état d'hyper réactivité, sensibilité à tout. Surtout, il faut maintenir le lien pour qu'elle ne, sur un coup de tête, qu'elle ne coupe pas et dire, tu sais, ça serait vraiment bien que tu puisses un peu aller parler parce que je te sens très malheureuse là. Je le dis ça. Oui. Peut-être qu'à un moment, ça va germer, cette petite graine. Bon courage, Cathy. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Caroline. Bonsoir. Au revoir. Rococo, Honeymoon in Bale. Si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir à tout moment en appelant ce même numéro pour dialoguer avec nous en direct à l'antenne. Vous pouvez le faire par courriel sur le site europe1.fr ou en envoyant vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 39 21. Lali, justement, envoie un petit message pour Cathy en disant « Soyez bienveillante avec votre fille, entourez-la de tout votre amour. Elle a besoin de vous et votre petit-fils aussi et encouragez-la à aller consulter. » Isaac, lui, m'envoie un petit courriel pour me dire « Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire lorsque vous dites parfois il faut toucher le fond. Est-ce à dire qu'il faut descendre très bas pour pouvoir remonter et si on coule vraiment ?»
Parfois, il est difficile de reprendre pied, car plus on s'enfonce, moins on peut avoir envie de remonter. Merci pour vos précisions. Alors, c'est une expression, il faut toucher le fond. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent la souffrance qui nous amène à consulter. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui vraiment, à un moment, fait que dans un domaine ou un autre de notre vie, on va mal, on va faire la démarche d'aller en parler et de donner du sens à cette souffrance. C'était ce que je voulais dire par toucher le fond. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas dans l'entourage de laisser s'enfoncer quelqu'un. C'est ce que je disais d'ailleurs à Cathy. C'est-à-dire de rester présente, attentive et bienveillante vis-à-vis de sa fille. Mais parfois, il y a aussi des personnes qui restent dans une plainte, mais au fond, qui existent à travers cette plainte ou qui en trouvent ce qu'on appelle dans notre jargon un peu de psy, des bénéfices secondaires, c'est-à-dire d'exister au regard des autres, parce qu'elles n'ont plus que cela pour exister aux yeux des autres, ou trouver de l'attention, de la compassion, de l'affection. Donc ça peut être problématique. Et parfois, si la situation se dérègle, eh bien, c'est ce que je disais, que dans toute crise, il y a un potentiel de changement. On peut avoir envie vraiment qu'il y ait quelque chose qui bouge dans notre vie. Allez, on va revenir sur le sujet qui nous a un peu occupé en première heure avec le témoignage d'Hélène qui souffrait dans son travail et accueillir Hervé. Bonsoir Hervé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi je voulais réagir sur Hélène qui disait que dans sa fonction publique pouvait en fin de compte ressentir des problèmes, mais il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, dans le privé, c'est pareil, voire même pire. Moi, je travaille dans un milieu qui est complètement hors norme, qui va être, par exemple, les ambulanciers. Oui. Et il faut se rendre compte qu'un ambulancier actuellement, enfin bon, on a eu quand même des modifications, mais un ambulancier qui est chauffeur est payé à 75% de son heure. C'est-à-dire que pour une heure de travail, est payé 75%. Et lui, il ne peut rien dire. Pourquoi 75% seulement ? Parce que c'est l'accord cadre. Ils ont un accord cadre qui dit que, en fin de compte, au minimum, 75%. Bon, l'accord cadre est en train d'évoluer et va arriver, cette année, là, on est arrivé à 86% de leur salaire. C'est-à-dire que cette année, en fin de compte, ils sont hyper contents. C'est-à-dire que s'ils travaillent la journée, ils touchent 86% de leur heure, mais s'ils sont en permanence, ils touchent 75%. C'est-à-dire que toutes les permanences, qui soient de nuit, de jour, sont touchées à 75%. Et on va arriver d'ici 2 ans à 90%. Donc ce qui fait que d'ici 2 ans, tout le monde a statué qu'un ambulancier va toucher 90% de son heure de travail sur une horaire normale, mais sur un horaire qui est de permanence ou horaire de nuit, il va toucher 75%. Ils ne se plaignent plus. D'accord. Le seul problème, c'est que si eux, ils veulent faire grève, ils sont virés. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Dans le privé, on est viré. Voilà. Oui. On est viré. Le droit de grève dans le privé est viré. Là, je viens de voir justement aujourd'hui la maîtresse. J'ai 3 enfants. La maîtresse, une des maîtresses de un de mes enfants, a décidé de faire grève. Je ne sais même pas pourquoi, la cause de la grève. Peut-être en raison des très nombreuses suppressions de postes qui posent question. Peut-être. Quand même. Mais vous suivez enfants, un peu l'actualité. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais sur 3 enfants, j'en ai une qui fait grève
Et c'est bizarre, mais elle fait grève quand même le mardi, 31, en sachant que le mercredi, c'est repos, le jeudi, c'est férié. Cette semaine, vendredi, vous voulez dire? Oui, cette semaine, tout à fait. Oui. Le vendredi, c'est une récupération qu'ils ont fait au mois d'octobre. Donc je trouve ça un peu anormal. Mais par contre, nous, on le subit, quelque part. Et nous, en tant que travailleur dans le privé, moi, si je demande à mon patron de dire, écoutez, je suis obligé de garder ma fille ce jour-là parce que j'ai une maîtresse qui fait grève sur 3 enfants, je suis en train de lui expliquer que sur 3, j'en ai qu'une seule qui fait grève. C'est un peu anormal. Donc ils ont quand même des avantages dans le public que on n'a pas dans le privé. On a des choses dans le privé. Oui, c'est ce qui est souvent d'ailleurs reproché dans les grèves. C'est que ce que l'on entend dire, c'est que les fonctionnaires ont la possibilité de faire grève, alors que dans le privé, ils n'ont pas la possibilité. Cela dit, les fonctionnaires répondent que quand ils font grève, c'est aussi pour défendre certaines choses et défendre parfois des droits des salariés du privé aussi parfois. Tout à fait d'accord. Moi, ça fait, j'ai 45 ans, ça fait depuis l'âge de 14 ans que je travaille. Depuis l'âge de 14 ans que je travaille, toutes les grèves, que ce soit privées ou publiques, ne m'ont rien apporté à mon niveau. Oui. C'est qu'à mon niveau social, ça ne m'a rien apporté. Par contre, la seule chose qui m'apporte, c'est que si jamais moi je dis à mon patron du jour au lendemain, je fais grève, je suis viré. Et pourtant, je suis dans une entreprise qui prend plus de 90 salariés. Donc c'est quand même une grosse entreprise du privé. Oui, mais ça c'est vrai que c'est une grande différence, c'est indéniable. Voilà. Oui. Donc après quelque part, il faut savoir faire la part des choses. On a des avantages dans le public que peut-être nous n'avons pas dans le privé. On a peut-être des avantages dans le privé qu'ils n'ont pas dans le public. Oui. D'accord. Mais qu'une certaine catégorie de personnes, pour moi, à mon point de vue à moi, qui n'engage que moi, embête une autre partie qui quand même fait quand même plus, on va dire, je vais un chiffre au hasard, 80% de plus que ce qui existe dans cette catégorie. Et ces 10%-là, enfin ces 20%-là, viennent embêter les 80%, ce n'est pas normal non plus, et viennent se plaindre. Alors qu'en fin de compte, ils ont quand même une sécurité de l'emploi, chose que nous, on n'a pas dans le privé. Bien, c'était votre point de vue. Oui, non, mais qui est partagé. C'était intéressant de vous entendre parce que ce sont des arguments que l'on entend, qui sont assez partagés. Et pour autant, c'est vrai que il y avait une enquête qui a été réalisée récemment sur l'image des fonctionnaires et qui devrait en réconforter beaucoup d'entre eux, qui disait que nos concitoyens avaient une image plutôt positive des fonctionnaires, en disant qu'il les trouvait très très accueillants, très moi, je suis tout à fait d'accord. Faisant preuve très disponible, très chaleureux, faisant en sorte, vous voyez, donc ça va aussi à l'encontre du cliché du fonctionnaire qui ne fait rien, et c'est vrai que les résultats de cette enquête montrent que nous avons plutôt une bonne image des fonctionnaires en disant qu'ils font tout pour se mettre à notre service et qu'ils font le mieux possible donc une image plutôt positive. Voilà, j'ai plus tous les critères qui avaient été demandés. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que même moi, j'ai eu affaire à des fonctionnaires et j'en étais très content. Par contre, si on fait des probabilités, en fin de compte, sur un secteur spécifique, que ça peut être l'administration, comme ça peut être l'hôpital, comme ça peut être n'importe quel organisme de fonctionnaires, faites des statistiques sur le nombre de personnes qui sont présentes et le nombre de personnes qui sont en arrêt de maladie, et faites exactement la même chose sur une société privée. Vous allez voir qu'en fin de compte,
on a quand même il y a des disproportions qui sont quand même énormes. Et maintenant, je mets pas en cause en fin de compte, l'accueil, le soin qu'on est apporté quand on arrive. Mis dans le travail, la disponibilité, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, ils ont quand même des gros avantages que nous, dans le privé, nous n'avons pas. Et maintenant, alors avant, dans le temps, on disait, oui, le privé gagnait plus que le public. C'est vrai. Ce qui était tout à fait logique. Oui. D'accord. Mais maintenant, quand vous prenez cette année, là, 2011, ou même 2010, vous voyez que les salaires, en fin de compte, dans le privé, ils sont plus vers le bas, et les fonctionnaires, par contre, eux, ils sont restés au même niveau. Donc, ils n'ont pas augmenté. Je dis pas le contraire. Ils n'ont pas baissé non plus. L'ennui, c'est que le salaire du privé a baissé. Parce que moi, rien que dans mon travail, il y a 10 ans, j'aurais pu toucher 3 fois, voire 4 fois ce que je peux toucher actuellement. Oui, c'était davantage vrai, vous dites, il y a plusieurs années de cela, même encore si on remonte encore plus loin. Les gens voulaient davantage travailler dans le privé parce que on gagnait plus. Et c'est vrai que maintenant, beaucoup privilégient la sécurité de l'emploi. Voilà. Oui. Alors, l'ennui, c'est que maintenant, les fonctionnaires ne touchent pas autant que dans le privé. Je dis pas le contraire. Oui. Ils ne touchent pas non plus des sommes phénoménales. Non, loin de là. Mais non, loin de là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais l'ennui, c'est que à salaire équivalent, un métier équivalent, maintenant, on touche moins dans le privé que ce qu'on toucherait en tant que fonctionnaire. Moi, je le vois. Dans mon travail, c'est simple. Je suis passé du quadruple à rien maintenant. Je suis au SMIC. Alors qu'il y a 10 ans, je touchais 4 fois le SMIC actuel. Merci beaucoup Hervé de ce témoignage et bon courage alors. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. On va accueillir également Josette. Bonsoir Josette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai écouté un petit peu attentivement ce que disait monsieur. Moi je suis dans le public, je suis pas dans le privé. Mais je vais dire, changer de fonction, aller plus dans la fonction publique, monsieur Hervé. Parce que finalement, je ne sais pas quels sont réellement les avantages du public, mais il y a eu aussi beaucoup de descentes au niveau des primes, au niveau de plein de choses. On gagne quand même aussi moins qu'à un moment donné. La courbe économique est pas en hausse. Je veux dire, les salaires stagnent et vu le cours de la vie, on n'est vraiment pas très à envier. Mais bon, on a certainement d'autres avantages que le privé. Moi, en fait, j'appelais pas pour passer en antenne, mais aussi pour dire bonjour quand même à Caroline, parce que je vous avais appelé en décembre. Je suis étudiante en psychologie, je ne sais pas si vous vous souvenez, et j'étais en train de j'allais passer des épreuves, et je vous avais appelé parce que je terminais mes études. Vous savez, je suis infirmière. D'ailleurs, je voulais répondre à Jackie parce que je voulais mettre un bémol un petit peu à ce que Jackie avait dit, même si c'était très clair. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Oui, je me souviens. Comment ça s'est passé alors? C'était un petit peu difficile, mais j'ai quand même, ça a été un peu controversé, mais j'ai quand même bien pas trop mal réussi, mais bon, j'étais un petit peu déçue des tests projectifs, mais c'était très dur. Ah, c'est pas facile les tests projectifs, ouais. Bon, j'ai quand même bien réussi dans l'ensemble, donc je suis assez contente. Et là, je vais soutenir mon mémoire le 23 juin. Donc c'est sur la bonne voie, mais je voulais quand même répondre à Jackie que c'était pas si facile, que le congé de formation c'était une seule année payée à 85%. Enfin en tout cas pour moi c'était ça dans l'éducation nationale, et que une année qu'on peut bien sûr répartir, mais avec une année on va pas bien loin. Si on a un projet, parce que c'est quand même dans une courbe de projet à long terme, j'ai fait une VAE et j'avais l'idée d'aller jusqu'au bout, mais d'abord c'est pas facile parce que il faut vouloir quand même apprendre et arriver à un certain âge c'est quand même pas facile. Et surtout, financièrement, c'est des sacrifices qu'il faut avoir une dynamique de vie, une dynamique familiale. Et c'est pour des gens qui sont déjà plus ou moins abîmés, c'est quand même pas si évident, de retrouver toute cette énergie. Et surtout aussi financièrement, c'est quand même
vraiment des sacrifices, puisque 85% une année, et après, il n'y a plus rien, quoi. Donc, sur du court terme, moyen terme, ça va à peu près, mais du long terme, sur 5 ans, par exemple, quand on échelonne, les études universitaires, comme il le disait, c'est pas du tout aussi simple, hein. Puis, il y a l'administration centrale, et puis après, il y a les petits chefs qu'on a à côté, qui sont pas forcément d'accord sur ce qu'on entreprend. Changement de statut fait peur à ceux qui sont en charge de nous, soi-disant, nous diriger. Donc moi, ma proviseur avait refusé, avait mis réservé pour mon congé de formation. Il aurait pu être refusé s'il avait été rémunéré. Au moins une fois, il aurait pu être refusé. Sauf que là, après une année, après que le congé formation rémunéré est écoulé, on ne peut pas refuser le congé non rémunéré, d'après ce que m'a dit le rectorat. Mais voilà, je voulais mettre un petit bémol à Jackie, juste, et puis j'avais pas votre courriel, et j'ai dit, je vais quand même téléphoner. Mais vous avez bien fait d'appeler, bien sûr, vous pouvez, nous sommes en direct tous les soirs. Aussi du congé de formation, il faut le demander chez nous en janvier pour le mois d'octobre, septembre-octobre, donc c'est 9 mois à l'avance, c'est pas 2, 3 mois, 4 mois, il faut le demander en janvier pour le début de l'année scolaire, quoi. D'accord. Donc, vous voyez, ça paraît simple comme ça, mais... Non, c'est compliqué, oui. Et encore moins pour des personnes qui sont en difficulté, quoi. Bien sûr. Oui, c'est ça que je voulais mettre un petit peu l'accent là-dessus, parce que... Mais vous avez raison de nous faire part de votre expérience. Et alors là, donc, vous me dites le 23 juin, c'est la soutenance de votre mémoire. Quel est le sujet de votre mémoire ? C'est la place de la stagiaire, la psychologue stagiaire, parce qu'on m'appelait plutôt psychologue stagiaire que stagiaire psychologue, dans une institution clivée entre clivage et création. Là. Bon, il y a des difficultés, je me suis rendu compte des clivages beaucoup de façon plus aiguë dans l'institution où j'étais, et puis toutes les déliaisons qui avaient cours dans l'institution, et puis de l'autre côté, d'une manière contrastée, la place que j'avais auprès des patients, je prenais en charge complètement, et cette place que j'ai attribuée à Winnicott un peu, j'ai parlé de l'ère transitionnelle de Winnicott, l'ère de création, ça m'a semblé assez évident, et c'est ce que j'ai voulu mettre en contraste avec la place que j'ai essayé de rendre plus agréable dans l'institution auprès des autres professionnels, mais c'était très difficile. D'accord. Et il y a beaucoup de souffrance institutionnelle, et bon, c'est vrai que chacun a son petit espace de liberté et il se rend pas trop compte de la souffrance de certains, puisque tout le monde est un peu dans ses positions quand il n'y a pas de cohésion de groupe, quand il y a des difficultés de fonctionnement, avec des conflits, des alliances inconscientes, vous savez, des choses comme ça où les gens sont parfois en conflit, et puis d'autres en alliance contre, des alliances offensives. Enfin, c'est assez difficile, vu de l'extérieur, ça peut encore aller quand on n'est pas trop impliqué dans l'équipe, mais j'ai proposé j'ai fait une analyse de groupe et j'ai proposé des solutions, mais je pense que c'est quand même Mais il y a des résistances au changement. De très longue date. C'est difficile. On n'est pas très loin du sujet finalement. Mais merci beaucoup, Josette. Et puis alors, bonne chance pour ce mémoire. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, bon courage à vous aussi. Hein. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Josette. Il y a votre courriel quelque part, parce que c'est vrai que ça n'est pas toujours facile. Alors, ne raccrochez pas. Asiba va vous expliquer comment envoyer un courriel. Mais c'est un plaisir de vous entendre en direct, cela dit. Mais Asiba va vous expliquer comment envoyer un courriel. Aussi d'autres personnes qui veulent parler. Ah, mais pas du tout. Mais attendez, la priorité quand même de l'émission. Alors, je viendrai juste au moins vous dire que j'ai réussi. Avec plaisir. La priorité de l'émission, ça sera terminé. La priorité de l'émission, c'est quand même une libre antenne, et donc c'est que vous puissiez vous exprimer en direct. Donc, ça va, je vous ai bien expliqué un petit peu les choses. C'est pas trop. C'est très clair, mais elle va vous expliquer hors antenne comment envoyer un courriel. Voilà. Mais moi, je serais ravie de vous avoir à nouveau en ligne. Au revoir. Bon courage, Caroline. Merci, Josette. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS.
Quelques messages qui arrivent au 7 39 21. Le subversif me dit: peu d'entre nous avons la chance inestimable d'échapper à l'aliénation du travail en y trouvant à s'exprimer véritablement. Et ça, c'est un privilège sans prix. First Lisa dit: il ne faut pas monter certaines catégories contre les autres. Halte à ce discours. Je pense qu'elle faisait référence à Hervé qui disait privé contre public. Un autre message qui dit: enseignante en lycée public, je trouve un peu exagéré de se plaindre des conditions du privé qui sont tout de même très privilégiées. Voilà, on est en plein discussion privé-public. Prune me dit: en tant que prof, j'ai souvent fait grève et je vous assure, pas pour me promener. Un autre message qui dit: changer de métier, 3 petits points, facile à dire. Un message qui me dit: j'ai une amie pompier, les heures de permanence la nuit sont payées 3 à 1. Et alors là, c'est plein de attention à vos messages, parce que j'ai des points d'interrogation, des dièses, des points d'exclamation. Vous êtes un peu emmêlés les pinceaux. Donc Hélène dit: la maîtresse d'Hervé, enfin la maîtresse de la fille d'Hervé plus exactement, a peut-être fait grève pour les fermetures, c'est-à-dire pour que les enfants de ce monsieur soient mieux pris en charge. On va accueillir... Ah oui, et puis il y a Splina qui dit: à partir du moment où on est privilégié sur certains points, ça veut dire qu'on n'a pas plus du tout le droit de se plaindre. Allez, on va accueillir maintenant Christian. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Christian. Bonsoir Caroline. Alors moi je vous appelle, moi je travaille dans une grande entreprise publique. Je suis pas loin de la retraite et je voulais un peu réagir à ce que disait Hélène, parce que bon, c'est vrai que moi je m'inscris dans un je sais pas, moi je m'inscris disons je suis dans une situation disons un peu de quelqu'un qui a eu pareil, qui a fait un détachement, qui est revenu, qui a été et qui se trouve avec des missions. J'ai toujours eu des missions, ça fait longtemps que ça dure. Et puis, mais par contre, au fond, la hiérarchie aurait bien souhaité que je rentre, disons, non plus sur des missions, mais sur des postes. Et moi, j'avoue que, très franchement, j'avoue maintenant que je suis plus loin de partir, je peux le dire, que j'ai tout fait pour que ça ne se fasse pas. Parce qu'au fond, on est géré en centrale, on travaille, mais au fond, on a un peu tous les avantages de tout, les inconvénients, les avantages de tout et pas tous les inconvénients qu'ont les autres. Donc on a un côté électron libre qui est quand même extrêmement confortable pour moi. Pas pour d'autres. Il y a beaucoup de gens qui le vivent très mal. Normalement, je devrais être malheureux et en réalité, je suis très heureux. Et puis bon, moi j'ai une approche du travail, c'est vrai, qui est quand même assez personnelle, assez particulière. À savoir que pour moi, le travail, c'est quand même avant tout je vais peut-être choquer certains, mais c'est une machine à fabriquer de la rente. Voilà. Donc même quand j'étais revenu de ce détachement, on m'a dit: mais il faudrait que tu recherches quelque chose, etc. Puis non. D'ailleurs, je l'avais fait parce qu'il y avait une mobilité qui avait loupé, parce qu'on commençait déjà à me dire à ce moment-là que j'étais un peu, pour tout dire, trop vieux, trop cher, ce qui est le cas de beaucoup de gens quand ils arrivent après la quarantaine. J'étais parti, ça s'était bien passé, bon, puis à un moment ils ont arrêté, ils ont décidé de rapatrier les gens, et moi j'ai pas cherché, contrairement à d'autres, et même ils cherchaient à ce qu'on prenne l'initiative de retourner dans l'entreprise, et moi j'ai tout fait pour que cette initiative ne vienne pas de moi. Au contraire, qu'elle vienne ou de l'entreprise ou de la structure qui m'accueillait. Ce qui s'est fini par se produire, et ça a beaucoup déplu d'ailleurs, ça n'a pas plu. Parce qu'au fond, je me suis dit, comme ça, c'est pas moi qui chercherai, c'est pas moi qu'on va dire vous êtes trop vieux, vous êtes ceci, vous n'êtes pas assez machin. Je me suis dit, s'ils veulent pas me payer à rien faire, il faudrait bien qu'ils se décarcassent. Et c'est comme ça depuis des années. Et je le vis très bien. Et c'est plutôt mes hiérarchies qui le vivent mal. Mais qu'est-ce qui se passe pour vous concrètement ? Je suis en mission. Je suis toujours agent de l'entreprise, etc. Mais je suis en mission. Alors on me dit, ouais, mais tu vas pas tout le temps être là, etc. Oui, si on me change de boulot, je change de boulot. À partir du moment où j'ai de toute façon la paye, elle tombe. Il y a les horaires. Je suis tertiaire. Oui. Bon, si jamais c'est un truc qui est nouveau, je suis pas fermé à la formation. De toute façon, si je sais pas le faire, il faudra me former, sinon je saurais pas faire.
débrouillez-vous. Si vous voulez, donc j'ai pas d'état d'âme, quoi. C'est ça que vous avez bien tiré votre épingle du jeu, vous. Bah, bien sûr. Et disons que j'irrite même les hiérarchies, parce qu'au fond, ils se sentent un peu ridicules, quoi. Je leur dis, mais vous voulez. Et moi j'avais une formule au début que je suis revenu de mon détachement. Ils me disaient, mais qu'est-ce qui va t'arriver si t'as pas de mission? J'ai dit, au pire, ils vont payer rester chez moi. J'ai dit, s'ils sont assez bêtes pour faire ça, c'est leur problème. C'est quand même, je leur interdis pas je leur disais comme ça, je leur interdis pas d'être intelligents, c'est pas de ma faute s'ils sont cons. Voilà. Eh ben, je peux vous dire qu'ils vont toujours trouver du boulot. Toujours. Alors, c'est plus facile dans des postes où vous pouvez avoir certaines responsabilités. Je rebondis sur ce qu'a dit Hervé. Oui. Parce que quand on est justement dans la fonction publique, enfin, ou dans le secteur public et nationalisé, on peut se permettre d'avoir ce type de comportement. Ouais. Et disons que ça, c'est une force énorme qu'on a. C'est pas, on entend toujours parler d'histoire des grèves, de ceci, de cela. Moi, j'avoue que je suis clair, je suis syndiqué depuis pas très longtemps. J'ai jamais fait une heure de grève et je suis pas loin de la retraite. Bon. Mais j'en ai jamais eu besoin. J'avoue que j'ai jamais fait une heure de grève pour une raison très simple. Pareil, je suis très fric. Une heure de grève, ça coûte de l'argent. Donc, j'ai pas de ligne grève à mon budget. Donc, j'en fais pas. Voilà. Il y a aussi, concernant les maladies, ça je peux dire aussi qu'il y a certaines personnes que j'ai vues se foutre en maladie pour pas avoir à faire grève. Comme ça coûte moins cher. Ça se dit pas. Mais bon, ça existe. Bon, mais la maladie est aussi, dans certains cas, bon, il y a des gens qui souffrent, hein, ça c'est clair. Il y a des gens qui souffrent, y compris dans le public. Je suis bien d'accord. Mais ce que j'avais dit d'ailleurs à votre assistante, c'est que concernant ce que vivait Hélène, par exemple, le harcèlement moral, je vais dire à votre assistante, moi en revenant du travail, j'ai voyagé avec un ami dont la femme a été harcelée, elle était dans le privé, hein, elle était dans une PME. Elle a démissionné, hein, parce qu'elle elle tenait plus. Les gens effectivement n'étaient pas solidaires, ils avaient peur, etc. Et moi j'ai vu, par contre, dans ma propre entreprise, quelqu'un qui est parti il y a plusieurs années. C'était un cadre supérieur. Il est parti, ça faisait 14 mois qu'il était payé à rester chez lui. Il était très bien. Il était même tellement bien qu'il habitait plus. Il était parti dans sa résidence secondaire qui était devenue sa résidence principale. Quand on lui a dit, monsieur, vous partez, vous avez l'âge de partir à la retraite, ils ont eu le malheur de mettre ses affaires dans le couloir. Il est venu, il a fait des photos avec son portable, il a appelé le syndicat auquel il était affilié. Il a dit harcèlement moral, le tarif, c'est on vous paye en indemnité. Si vous allez au prud'homme, on vous paye en indemnité ce que vous avez été payé à rester chez vous, parce que c'est considéré comme du harcèlement moral. Il n'était pas du tout en souffrance, ce brave homme. Hein. Eh ben, pour éviter que l'entreprise soit condamnée, ils ont fait ce qu'on appelle une indemnité transactionnelle, et ils lui ont payé 90% de ce qu'ils auraient dû lui payer sans être condamné. Bon, et quasiment, c'est pas imposable. Hein. Il n'a pas été malheureux, hein. Il a dû refaire une partie de sa baraque. Hein. Donc, oui, il y a des abus. Mais est-ce que... Non, c'est pas une histoire d'abus. Non, c'est pas une histoire d'abus, Caroline. C'est intéressant. C'est que les gens qui souffrent, dans ces cas-là... Mais ils souffraient pas, vous me dites. Non, mais les gens qui souffrent, ils ne portent pas de plainte parce qu'ils sont par terre. Et que ceux qui portent plainte, souvent, sont ceux qui souffrent un petit peu ou qui ont trouvé la faille juridique. Parce qu'ils souffrent pas, ils disent tiens, ils ont voulu me faire ça, tiens, très bien, tiens, je vais me faire du gras sur leur dos. Et ça roule, ça fonctionne, ça. Parce oui, mais est-ce que c'est pas... Oui, mais est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas davantage... C'est complètement immoral, je suis d'accord avec vous, c'est complètement immoral. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que c'est pas possible, ça marche pour des personnes qui ont déjà quand même certaines responsabilités. Angèle, elle nous disait qu'elle était au plus bas, au niveau échelon, elle était secrétaire. Et là, ça marche pas dans ces cas-là. Vous voyez, on va pas lui proposer des missions, des choses comme ça. Non, mais ça, moi je suis d'accord, oui, alors si on revient à mon cas, effectivement, mais le problème qu'ils ont, c'est que... Ou le cas de ce monsieur dont vous nous parlez, là. Ah non, alors lui c'était quelqu'un qu'on avait mis de côté, qu'on avait mis au placard. Bon, remarquez, si on l'avait mis au placard, après tout... mais il était content, lui. Oui, il était content, mais en même temps, après, au départ, ça a été... Il était ravi, il était région parisienne, il était parti chez lui, il avait été dans la Val-de-Loire, et puis il avait vendu son appartement et tout ça, donc il s'en foutait pas mal. Bon, mais il s'est dit, bah tiens, si je peux... D'ailleurs, moi, c'était par un syndicaliste que j'ai su ça, du même syndicat auquel j'appartiens, qui est un syndicat modéré, et il m'a dit...
Oh, il me dit, lui, il nous fait ça, il nous embête un peu. Il m'a dit comme ça, il nous embête un peu. Il cherche encore à siphonner du fric. Hein. Il me l'a dit comme ça. Bon, il me dit, il profite de la chose. Il me dit, l'entreprise a pas eu, ça fait une bêtise. Et il exploite l'erreur qu'a fait l'entreprise. Oui, remarquez, bon. Bon, c'est ce qu'on appelle le jeu du plus con. Hein. C'est vraiment ça. Bon, et c'est un gars qui était très intelligent. Non, remarquez, finalement, il y a eu à la base une erreur faite. Il utilisait. Mais je dirais, ce qui est assez terrible, je trouve là-dedans, c'est que. Il avait inversé le rapport de force. Alors, quand on est dans le privé, la situation est extrêmement difficile, très dure. Moi, je comprends pas. Je suis dans le public. Hein, je comprends parfaitement Hervé ce qu'il raconte, parce que. Quand vous êtes dans le privé, une situation, vous avez plus de boulot, ben on vous vire. Hein. Moi, vous revenez, on supprime votre poste, et ben on vous dit, écoutez, on est désolé, mais on vous licencie économique ou je sais pas quoi. Quand vous êtes dans le public, on vous garde. Et même si vous êtes dans un placard, même si vous n'êtes pas aussi bien, moi j'en connais qui se plaignent. Je leur dis, attendez, on n'est pas malheureux. Bon, on me dit, toi t'es toujours content. Mais les gens me disent, toi t'es heureux. Mais j'ai, mais pourquoi je serais malheureux? Faut pas charrier, quoi. On va pas se plaindre, on se plaint à la bouche pleine. Bon, d'accord, il y a peut-être ça qui sera peut-être moins bien, qui ceci, qui cela. Mais bon, par rapport aux autres, faut pas exagérer. C'est comme quand on se plaint d'avoir des ampoules aux pieds alors qu'il y a quelqu'un qui a un cancer, quoi. Faut pas charrier, quoi. Moi, je trouve qu'il y a de ça, quoi. Bon, et je comprends Hervé là-dessus. Par contre, et je trouve qu'on a une force de dissuasion avec cette sécurité de l'emploi qui est énorme. Ça, c'est énorme, parce que on peut se permettre des choses qu'on peut pas se permettre dans le privé. Ça, j'en suis conscient. Ça, c'est certain. Mais c'est pour ça que je dis que, c'est pour ça que je vis bien. Et je me dis, bon, mais c'est aussi pour ça, quelque part, des fois, on embête un peu. Mais c'est ce qui fait aussi que parfois le harcèlement moral est plus fort dans le public que dans le privé. Hein, parce que des études montrent que finalement, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans le privé. Mais comme les personnes. Il existe et il est assez. Pour essayer de pousser les gens. Par exemple, les gens qui sont pas loin de la retraite, il y a des gens qui harcèlent en disant. Oh bah celui-là, parce qu'en plus maintenant, avec les réformes qu'ils ont faites, aussi bien chez les fonctionnaires que qu'avec les régimes spéciaux, c'est plus une retraite où les gens partaient d'office à telle date, à tel âge, etc. Maintenant, c'est un truc un peu à la carte. Et au fond, si les gens en ont marre, ils partent tout de suite et puis ils ont une décote. Bon. Maintenant, c'est ça qui est assez atroce, c'est que je trouve que celui au fond qui est ou faible ou consciencieux, ou qui a des états d'âme, qui s'occupe de son image de marque, qui vit mal les choses, etc. Parce qu'au fond, parce qu'il est consciencieux, parce qu'il est un peu tourné vers les autres, parce qu'il pense pas qu'à lui. Celui-là, c'est celui qui partira le premier, c'est celui qui va payer. Quoi. Oui, malheureusement, effectivement, il n'est pas forcément le plus récompensé. Je suis d'accord avec vous. Et celui qui se dit, c'est que mon corps. Bon, moi, je fais mon boulot. Maintenant, vous n'êtes pas content? Moi, je vous en kikine. Oui. Il y a quelqu'un qui dit, ils n'ont pas de prise sur vous et c'est votre force. Hein. Bien sûr. Oui. Non, mais c'est clair. Ils n'ont aucune prise sur moi. Pire, c'est que s'ils m'embêtent, je leur dis, t'arrêtes de m'embêter. Une fois, deux fois, trois fois, tu vas me harcèles pas. Ça les tétanise. Oui, vous utilisez, vous sortez vous dégainez tout de suite. Et puis alors, je peux vous dire une chose, c'est que je fais ça sans aucun coup de gueule. Parce que le danger. Oui, mais c'est là où effectivement vous ne paraissez pas vulnérable. Il y a un double danger. Ça sera là, et on va conclure. Où la personne s'effondre et elle cède. Bon, mais y compris dans le public, hein, quand il y a un harcèlement moral où les gens s'effondrent, ils cèdent et puis ils obéissent et puis on leur fait faire n'importe quoi. Et ils le font, et puis ils disent, c'est comme ça, je peux pas faire autrement, et puis je veux rien dire parce que j'ai peur, etc. Même s'il y a pas, et moi des fois je leur dis, mais t'as rien à perdre, qu'est-ce que t'en as à faire? Ils vont te faire ça. Ah oui, mais quand même, gna, bon. Tant pis pour toi. Bon, et puis des fois, d'ailleurs, ces gens-là, après, un jour, ils rebondissent, puis ils me disent, tout compte fait, t'avais raison, j'aurais pas dû m'emmerder comme ça. Alors ça, quand ils réagissent comme ça, je peux vous dire qu'au-dessus, ils sont pas gracieux. Hein. Mais, et puis, ou alors les gens se mettent en colère. Mais la colère est mauvaise conseillère, et souvent les gens dérapent. Et quand on dérape, ça vous revient dessus, quoi. Le truc à faire, c'est de dire, moi j'ai une stratégie, de toute façon, ça me plaît, ça me plaît pas, on dit aux gens, vous avez raison. On les caresse dans le sens du poil, et si on voit même des fois qu'ils font un truc et qu'ils vont se planter, on les laisse faire. Ils disent, ils font, mais t'as raison, mais écris-le-moi, etc. En plus, les gens écrivent une erreur, un truc, et après, crac, on le récupère,
on balance ça à un syndicat, c'est gagné. Il passe par la fenêtre, c'est terminé, vous êtes tranquille. Et puis ils n'ont rien vu arriver, parce que comme on a fait ça gentiment, sans éclat de voix, eh ben ça roule. Et puis à un moment, ils voient arriver le missile, ils disent mais qu'est-ce qui se passe, le ciel était bleu. Non, mais en même temps, je reçois des messages en disant ah oui, c'est Christian est cynique et tout, mais en même temps, non, mais vous avez compris un certain fonctionnement, un système. J'ai compris le mode d'emploi. Le mode d'emploi, et au fond, vous, plutôt que de vous faire écraser vous prenez les devants aussi pour finalement ne pas vous faire écraser. Donc après tout, vous vous défendez avec vos armes. Je dois même dire qu'indirectement, l'année dernière, si j'ai eu amené à répondre à un questionnaire d'audit, etc., je me suis rendu compte que indirectement après, parce que les gens disent pas la vérité dans ces trucs-là. Parce qu'ils osent pas on soit dit que bon, donc ils restent dans la langue de bois. Audit, oui. Et moi j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité sur certaines choses. Par exemple, pourquoi vous ne retrouvez pas de poste? Bon, parce que moi j'avais entendu il y a 2 ans sur Europe 1. Parce qu'il faut qu'on conclue. Pourquoi? Parce qu'on est des gouffres financiers. Ouais. C'est tout. On est des gouffres financiers. Donc ils préfèrent qu'on soit payé en frais généraux et puis basta. Eh bien, moi je peux vous dire qu'il y a un responsable qui s'est retrouvé dans un placard à la suite de ça. Ouais. Merci beaucoup. Et c'était quelqu'un qui était au-dessus de moi. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, il n'y a pas eu que ça. Personne ne m'a dit, c'est de ta faute. Et puis, mais c'est moi qui me suis posé la question, je me suis dit, bon, j'en ai peut-être fait un sans le vouloir. En disant, en révélant, parce que quand vous répondez à un questionnaire et que 48 heures après, l'auditeur vous envoie un mail en vous disant je vous remercie pour la qualité et la richesse de vos réponses. Il a dû être surpris, ça c'est sûr. Il s'est dit celui-là au moins il a pas mâché ses mots et il a dit la vérité. Donc il était content. Oui, c'était pas un discours langue de bois. Non mais ça on peut pas vous reprocher d'avoir la langue de bois. Et je vois un thérapeute personnellement, je lui en avais parlé, il m'avait dit ça va grincer et ça l'a fait marrer. Bon, mais en même temps, bon, ça a dû les faire avancer. Merci beaucoup, Christian, de ce témoignage. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Des messages qui arrivent au 7 39 21. Alors, il y a Angie qui dit d'accord avec le subversif Kiné, qui disait finalement peu de gens ont la chance inestimable d'avoir un métier dans lequel ils se réalisent. Angie dit kiné en libéral, travaillant sans conflit et avec plaisir. Je pense en effet avoir cette chance-là. Jean-Luc dit 30 ans de fonction publique mis en pré-retraite après une dépression suite à ma mise au placard. 780 € par mois. Quelle belle carrière. Et puis Gilles dit scandaleux ce discours antifonctionnaire tenu par Hervé. Je suis commercial dans une entreprise publique, pas fonctionnaire, mais au bout de 30 ans d'ancienneté, mon salaire ferait pleurer votre interlocuteur, d'autant plus que le management est très semblable à celui du privé. Pression sur les salariés, horaires, n'en parlons pas. Bonsoir Reine France. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle. D'abord, merci pour vos émissions. Voilà, j'ai été fonctionnaire, j'ai travaillé 42 ans dans les hôpitaux. Je suis en retraite maintenant, j'ai 69 ans. Je suis quand même outrée quand j'entends dire on est fonctionnaire, tout au moins pour les hôpitaux. On travaille le samedi, le dimanche, les jours fériés, un jour le matin, un jour l'après-midi, la nuit, quand il manque quelqu'un. Et je vais vous dire que j'ai fini dans les dernières années en faisant quelquefois des 60 heures par semaine. Donc maintenant, je voulais quand même dire que quand on me disait oui, mais j'étais fonctionnaire, oui, mais alors il faudra... ça va bientôt être terminé parce qu'on ne veut plus de fonctionnaires et que bientôt les ouvriers, il n'y a que nous qui pouvons faire grève de toute façon. Il faut pas trop nous critiquer. On a encore le droit de faire grève parce que bientôt le privé ne pourra plus le faire. Alors il faudrait plutôt nous dire merci parce qu'après pour vous défendre, il y aura plus d'ouvriers, il y aura des patrons, il y aura des directeurs et tout, et les ouvriers auront deux droits, c'est de se taire et de la fermer. Bon.
Voilà ce que je voulais dire. C'est clair, vous avez été concise. C'est vrai qu'il y a déjà plus beaucoup d'ouvriers, malheureusement, parce que... Voilà. Oui. Voilà. Donc. Et ça, il faudrait y réfléchir. Et il faudrait demander aux ouvriers de se tenir la main dans la main et pas toujours se taper dans les pattes. C'est très important. Et quand il y a des grèves, il faut y aller massivement. Tant qu'on peut encore le faire. Voilà. Bon, on va envoyer un petit peu de musique. Ça sera pas l'international qu'on va se mettre à chanter, Reine France. Mais tout à fait. Mais enfin, merci en tout cas. J'ai à cœur de le dire à tout le monde. Merci, voilà. Merci Reine France de votre témoignage. Merci. Au revoir. Elle, jalouse. Et pour finir, des messages contrastés qui arrivent. Que je vais vous lire. Emmanuel me dit on ne peut pas comparer un prof et une infirmière. Quelqu'un me dit un grand bravo à Hervé, marre de tous ces gens qui embêtent tout le monde avec leur grève alors qu'ils ont tous les avantages du monde. Annie dit je comprends en écoutant Christian pourquoi le public emploie de plus en plus le privé. Débrouillard oui mais il y a des limites. Prune qui dit vive la révolte. Et puis qui dit bah oui faites grève, le pays va tellement bien qu'à ce rythme vous allez finir par tout détruire. Bon voilà, vous voyez, il y en a un peu pour tout le monde. On voit que il y a toutes les tendances qui écoutent cette émission et qui écoutent Europe 1. Allez, très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h.